on va parler aujourd'hui de maladies inflammatoires de l'intestin. On a une présentation qui va être faite par Rostan Idrissiana. Et comme d'habitude, avant de faire la présentation, on va faire une première partie de pré-test. J'ai préparé pour vous une vingtaine de questions. Donc, vous allez pouvoir répondre en écrivant dans la boîte de chat votre réponse. Et ensuite, après la présentation, vous aurez la phase de post-test, donc qu'on appelle post-test. Donc, c'est un peu pour voir ce que vous avez retenu. Ça permet aussi de parfaire les connaissances et c'est sous forme de quiz. Et maintenant, le nouveau format qu'on a adopté, c'est que les quiz qui sont en lien avec les ateliers sont les quiz de la semaine. Donc, vous avez accès à ça en cliquant sur la page que je vais vous présenter à l'instant. Donc, je vais vous présenter la page de l'événement et puis vous allez pouvoir à chaque fois compléter votre post-test sur l'événement et puis le certificat pour avoir accès à votre certificat de présence. Ça sera toujours sur la même page. Donc, c'est ici, je vais partager l'écran. Voilà. Donc, lorsque vous êtes sur le site NutriPortail, je reviens en arrière parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas encore familiers. Donc, lorsque vous êtes sur la page d'accueil du site NutriPortail, vous avez donc la rubrique admettre tout le monde. Vous avez la rubrique qui s'appelle calendrier. Et dans cette rubrique calendrier, vous avez accès à tous les événements passés et futurs. Donc, vous pouvez accéder en mode calendrier ou en mode liste. Je trouve que parfois, c'est plus facile en mode liste. Donc, pour ceux qui sont nouveaux dans l'académie, vous verrez que certains ateliers depuis 2023 sont encore en ligne et vous allez pouvoir y accéder à chaque fois que vous appuyez sur un atelier. Comme ici, ça vous donne accès à ce qu'on avait fait, le lien du replay. L'atelier d'aujourd'hui, donc on va cliquer ici. Donc on a la fiche de l'annonce, on a l'article dont on va discuter. Les objectifs aujourd'hui, c'est multiples. Développer vos compétences en analyse critique d'articles scientifiques, comprendre la méthodologie de recherche, maîtriser l'interprétation des résultats statistiques, et puis un objectif très important, approfondir les connaissances sur les manifestations extra-intestinales. Donc, en dessous de cette page, vous aurez accès au questionnaire de post-test ainsi qu'au formulaire d'évaluation pour recevoir votre certificat. Donc, en général, quand vous allez remplir le formulaire, vous avez à peu près 2 semaines pour recevoir le certificat. Donc, si vous le remplissez rapidement après l'événement, ça facilite aussi la logistique pour nous pour vous envoyer vos certificats. Donc, voilà un peu en gros comment ça va se présenter sur cette page-là. Est-ce qu'il y a des questions sur cette page? Parce que je sais qu'à chaque fois, il y a des nouveaux, juste pour être sûr que tout le monde soit à la même page. Donc, si je reviens par exemple sur la télé de la semaine passée, donc ici, vous aviez donc l'atelier ici, vous aviez le quiz qui est ici présent. Et donc, vous pouvez aller évaluer votre post-test et vous avez votre formulaire ici. Donc, tous les formulaires seront envoyés la semaine prochaine, mais ceux qui n'ont pas rempli après une semaine n'auront pas accès parce que il faut qu'on soit assez rapide, sinon on ne peut pas avancer comme groupe ensemble. Est-ce qu'il y a des questions sur le site ou sur d'autres questions avant qu'on ne commence? Je regarde dans les mains levées. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Bon, s'il n'y a pas de questions, on va commencer. Donc, ici, je vais juste arrêter le partage et puis je vais vous présenter donc le questionnaire de pré-test. Donc, ici. Voilà, on va commencer ici.
juste mettre le lien ici. Donner ici. Parfait. Allons-y. Donc, on va commencer. Je vais partager l'écran. Donc, ça, c'est des questions pour évaluer votre niveau de connaissance actuel. Donc, c'est pas grave si vous n'êtes pas bon dans les réponses parce que c'est ça aussi le but. Donc, on est vraiment en mode pré-test. Est-ce que tout le monde voit l'écran? Est-ce que tout le monde voit l'écran? Oui, parfait. Donc, vous répondez dans la boîte de chat. Dans cette partie, on ne va pas répondre en ligne. Vous allez répondre dans la boîte de chat. Comme ça va être assez rapide. Donc, première question. Les maladies inflammatoires intestinales, est-ce que ce sont des maladies aiguës ou chroniques? Est-ce que les maladies inflammatoires intestinales sont des maladies aiguës ou chroniques? Donc, la bonne réponse, c'est chronique. Donc, ce sont des maladies chroniques. Donc, ce n'est pas comme des otites ou des angines qui sont des maladies aiguës. Les maladies inflammatoires de l'intestin sont à différencier des maladies infectieuses aiguës qui peuvent se manifester pareil par des colites. Par exemple, quelqu'un qui a une colite à Clostridium difficile, c'est une maladie aiguë. Mais quelqu'un qui a une colite ulcéreuse, c'est une maladie chronique. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Question suivante. Alors, quelle partie du tube digestif la maladie de Crohn affecte-t-elle principalement? Et d'ailleurs, c'était l'une des choses à l'origine dans les premières descriptions par le docteur Crohn, qui a été le premier auteur de la publication Princeps. Donc, quelle est la partie que ça affecte principalement? Donc, la bonne réponse, c'est l'intestin grêle, effectivement. Contrairement à la colite ulcéreuse, dans la maladie de Crohn, souvent, on a une atteinte de l'intestin grêle. On peut avoir une atteinte des deux. On peut avoir une atteinte grêle et côlon. On peut avoir une atteinte isolée à l'intestin grêle. On peut même avoir une atteinte isolée à l'estomac, à l'œsophage, et même des manifestations extra-intestinales dont on va parler aujourd'hui. Donc, question suivante. Alors ici, il y a plusieurs réponses possibles. Donc, c'est possible d'avoir plus qu'une réponse. Quels sont les tests diagnostiques courants pour les maladies inflammatoires de l'intestin? Allons-y, on répond rapidement, on n'a plus beaucoup de temps. Donc ici, personne n'a répondu. Donc, effectivement, ça commence par des analyses de sang et de sel. Ensuite, on peut faire une échographie ou une IRM. Mais le gold standard, c'est la coloscopie et la gastroscopie qui permettent de vérifier la muqueuse et faire des biopsies pour éliminer aussi d'autres maladies qui sont des diagnostics différentiels. Donc, les tests de sang, c'est des marqueurs d'inflammation, c'est des tests indirects qui ne sont pas spécifiques. Et les tests de sel, c'est des tests comme la calprotectine fécale, qui sont aussi pas forcément spécifiques parce que ça peut augmenter dans d'autres maladies. Peut-on guérir des maladies inflammatoires de l'intestin en 2025? Alors, la bonne réponse, c'est effectivement non. On ne parle pas, même en 2025, malgré des années de recherche et de guérison, mais on parle de rémission. Donc, la différence entre une rémission et une guérison, c'est que lorsqu'il y a une rémission, la maladie est complètement absente, mais elle peut récidiver, contrairement à la guérison qui est une guérison définitive.
Donc, bravo à ceux qui ont trouvé. Et pour les autres, c'est un nouvel apprentissage. Question suivante. Alors ici, on a aussi des réponses multiples. Quelles techniques d'imagerie sont couramment utilisées pour diagnostiquer les maladies inflammatoires de l'intestin? Je pense qu'on en a un peu parlé tout à l'heure là, mais quelles sont les techniques d'imagerie couramment utilisées pour... Alors, effectivement, on peut faire une échographie abdominale et un IRM. Le scanner est pas très utilisé à côté, en raison de son côté irradiant. Parfois, les patients peuvent se présenter dans un tableau d'occlusion. On fait un scanner et on tombe sur des lésions, des épaississements de la paroi de l'intestin. Mais la plupart du temps, on va privilégier la résonance et l'échographie abdominale qui sont moins invasifs. La plaque ferme d'abdomen n'a pas d'utilité. Ça peut montrer, lorsque quelqu'un vomit, des signes d'occlusion, mais ce n'est pas un examen pour le diagnostic. Quel est le symptôme le plus courant des maladies inflammatoires de l'intestin? Une seule bonne réponse. Donc, la bonne réponse, c'est douleur abdominale. Près de 80% des patients ont des maux de ventre. Donc, c'est vraiment le symptôme par excellence le plus courant. Donc, très important à connaître cela. Ensuite, quel est l'objectif des tests de diagnostic des maladies inflammatoires? Ici, on a plusieurs réponses possibles. On a une seule bonne réponse, pardon. Quel est l'objectif? Lorsqu'on fait des tests pour les maladies inflammatoires, effectivement, toutes les réponses ci-dessus. Donc, les tests visent à exclure d'autres affections, évaluer la gravité, éventuellement voir la cause en regardant au niveau histologie. Notamment, il y a des signes comme les granulomes qui sont assez spécifiques des maladies inflammatoires. Question suivante. Avez-vous déjà entendu parler des manifestations extra-intestinales des maladies inflammatoires de l'intestin? Donc, c'est une question qui, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est plus savoir si vous avez déjà entendu parler. Alors, donc, qu'est-ce que les gens ont répondu? À peu près 50%, à peu près la moitié des gens ont déjà entendu parler. Donc, on aura une belle conférence à ce sujet aujourd'hui. Et je vais voir à quel niveau de connaissance dans les questions qui viennent. Les manifestations extra-intestinales peuvent affecter la qualité de vie des patients avec maladies inflammatoires de l'intestin, vrai ou faux? Alors, la bonne réponse était vrai. Je pense que beaucoup parmi vous sont d'accord. On va voir qu'il y en a plusieurs et ça peut affecter beaucoup plus même que les atteintes de l'intestin. Quel pourcentage de patients atteints de maladies inflammatoires intestinales présentent des manifestations extra-intestinales avant, j'aurais dû mettre le avant en majuscule, avant les symptômes intestinaux. Donc, regardez bien avant.
Alors, c'est 24%. Il y a une seule personne qui a trouvé. Bravo à Chamba et à Vanessa aussi. C'est les deux qui ont trouvé. Il y a une troisième personne. Rachel aussi, Nadège. Donc, bravo. Effectivement, ça veut dire qu'un quart des manifestations intra-intestinales vont apparaître avant les manifestations digestives. Donc, parfois, les patients vont être suivis par les rhumatologues et puis c'est après que les symptômes digestifs apparaissent et ils nous adressent. Donc, ça veut dire aussi que 75% vont apparaître après que la maladie digestive soit déjà connue, diagnostiquée. Donc, c'est important aussi de voir les choses sous ces deux angles-là. Question suivante. Alors, quels organes sont les plus fréquemment affectés par les manifestations extra-intestinales? Est-ce que c'est le foie, les reins, le cœur, le poumon, la peau, les yeux, le pancréas, cerveau? Donc, bravo à ceux qui ont trouvé la peau et les yeux. On va voir qu'il y a énormément d'organes qui peuvent être affectés. Et la peau et les yeux, on verra les différentes manifestations tout à l'heure avec notre conférencier. Les manifestations extra-intestinales peuvent-elles survenir indépendamment des poussées des maladies inflammatoires? Vrai ou faux? Alors, la bonne réponse, c'est vrai. En effet, ça peut évoluer indépendamment. D'où l'importance aussi d'une approche multidisciplinaire. Souvent, les gastro-entérologues travailleront main dans la main avec les spécialistes des autres organes. Quelle est la manifestation oculaire la plus fréquente dans les maladies inflammatoires de l'intestin? OK. La bonne réponse, quelqu'un a mis sécheresse et prurite. Il n'y a pas sécheresse et prurite. Il faut donner la réponse avec les choix qui sont dans l'écran. Donc, il n'y avait pas marqué sécheresse et prurite. Donc, la bonne réponse est uvéite. Donc, c'est l'une des manifestations, c'est la manifestation la plus fréquente. On accélère. Question suivante. Quel pourcentage de patients atteints de maladies inflammatoires intestinales peuvent avoir des anticorps contre le tissu pancréas exocrine? 29%. Yes. Vous êtes bon, vous êtes bon. On avance, on avance. Les manifestations extra-intestinales sont-elles plus fréquentes dans la colite ulcéreuse ou dans la maladie de Crohn? Dans laquelle de ces deux maladies? Dans la maladie de Crohn, oui, vous êtes super bon. Bravo, bravo, bravo. Question suivante. Est-ce que ça peut affecter les enfants, les manifestations extra-intestinales? Vrai, yes, effectivement, les enfants peuvent être affectés aussi. Parfait. Question suivante. Ça, je vais passer parce qu'on a déjà parlé de ça. On va passer. Suivante, suivante.
Est-ce que les manifestations extra-intestinales peuvent persister après une proctocolectomie? On parle de proctocolectomie chez quelqu'un à qui on a enlevé le côlon. Est-ce que le fait d'enlever le côlon est une des choses qui fait que la maladie persiste ou pas? Quelqu'un a dit qu'elle ne voit rien sur son écran. Est-ce que les autres, vous voyez bien mon partage d'écran? Parce qu'il y a Chaban qui dit qu'elle ne voit rien. Est-ce que les autres, vous voyez sur l'écran? Chaban a dit qu'elle ne voit rien. Donc, ça veut dire que c'est un problème de ton côté, Chaban. Je te conseille de sortir et de revenir. Parfois, Teams dérange un peu. Mais un jour, on aura notre propre plateforme. Bientôt, bientôt. Question suivante. Quel pourcentage de patients atteints de maladies inflammatoires peuvent avoir des manifestations oculaires? Marianne ne voit pas. Marianne, toi aussi, si tu ne vois pas, il faut sortir et venir. Alors, la bonne réponse, c'était 7%. Donc, c'est pas peu, hein, c'est pas peu. Donc, c'est pas peu. Question suivante. Vrai ou faux? Les manifestations cutanées incluent l'érythème noueux et le pyoderma gangrenosum. Donc, la bonne réponse est vraie, effectivement. Érythème noueux et pyoderma gangrenosum. Parfait. Quel pourcentage des patients peuvent présenter une arthrite périphérique? Alors, la bonne réponse était 20%. Donc, c'est quand même beaucoup, hein? Donc, et ça impacte beaucoup la qualité de vie des patients, comme on l'a vu tout à l'heure. Est-ce que ça peut affecter les poumons? Alors, question difficile. Est-ce que les manifestations extra-intestinales peuvent affecter les poumons? Pardon. La réponse est vraie. Yes, bravo. Bravo, bravo. Question suivante. Quel pourcentage de patients peuvent présenter une cholangite sclérosante primitive? Donc, quand on parle de cholangite, c'est une atteinte inflammatoire des voies biliaires. Et je vous montrerai tout à l'heure, si on a le temps, quelques images. Euh, Ça donne des rétrécissements, des dilatations. Donc, la bonne réponse, c'était 5%. Bravo. Donc, 5%. Question suivante. Est-ce qu'une atteinte vasculaire peut être observée dans les complications extra-intestinales? Est-ce qu'on peut voir des atteintes vasculaires? Ah, la bonne réponse, c'est vrai. Yes. Bravo. Donc, plus que 10 questions, on aura terminé. Quel pourcentage de patients peut présenter une uvite? Je pense qu'on en a parlé un peu hein, des manifestations oculaires tout à l'heure. Il me semble, ouais. Il me semble qu'on a présenté. OK, bravo, 5%. Et puis, il nous reste, est-ce qu'on peut trouver des atteintes pulmonaires granulomateuses? Est-ce que les manifestations extra-intestinales peuvent toucher les poumons?
La bonne réponse est vrai. Félicitations. Vous êtes bon, dis donc. La bonne réponse, effectivement, c'est vrai. Quel pourcentage peuvent présenter une hépatite auto-immune? Donc, 1%. Ce n'est pas une des atteintes les plus fréquentes, mais ça peut être assez ennuyeux. En plus, les atteintes comme les hépatites peuvent être confondantes avec des complications des médicaments. Est-ce qu'on peut voir des manifestations buccales dans la maladie de Crohn? Oui, 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 tout à fait. Donc, on peut voir des atteintes comme des aftes, etc. Alors, ça, c'est une question très importante. Quel pourcentage des patients peuvent présenter une fatigue chronique? Alors, la bonne réponse, c'était 50%. Ouais, on arrive presque vers la fin. Est-ce qu'on peut voir des manifestations rénales? Oui, oh oui, très bien, bravo. Donc, c'est vraiment une maladie systémique, les maladies inflammatoires de l'intestin. Comme vous le voyez, ça peut toucher différentes parties du corps humain. Il nous reste 4 questions. Quel pourcentage des patients atteints de maladies inflammatoires peuvent présenter des douleurs chroniques? 70%, très très élevé. Très élevé, effectivement. 70% des patients ont des douleurs chroniques. Donc, très très important. Est-ce qu'on peut trouver des manifestations cardiaques dans les maladies inflammatoires de l'intestin? La bonne réponse est oui. Je pense que le seul organe où on n'a pas d'atteinte, et encore, c'est le cerveau. C'est sûr qu'il faudrait faire des autopsies pour bien savoir si c'est aussi un des organes atteints. Quel pourcentage, bon ça on a déjà parlé de ça, pancréatite auto-immune, non, on n'en a pas parlé encore. Quel pourcentage peut avoir une atteinte de pancréatite auto-immune? 5%. Yes. Et finalement, encore 2 questions. Quelle est la principale manifestation hépatobiliaire des maladies inflammatoires de l'intestin? Quelle est la principale manifestation? Est-ce que c'est l'hépatite granulomateuse? Est-ce que c'est l'hépatite auto-immune? Est-ce que la cholangite sclérosante primitive ou la cholangite reliée aux IgG4? Quelle est la manifestation suivante? Oui, c'est la cholangite sclérosante primitive. Bravo. Et la dernière question, quelles sont les manifestations les plus courantes? Ah, je pense qu'on a déjà fait ça tout à l'heure. Donc, on a déjà vu. Parfait. Donc, bravo. Donc, on va commencer la conférence. Donc, c'est avec un grand plaisir que nous allons accueillir aujourd'hui notre conférencier, donc Roland Idriss-Kiana, qui va nous parler de cet article qui a été publié dans un journal scientifique. C'est un journal de renom et il va nous analyser en détail cet article.
et on va pouvoir ensuite discuter. Si vous avez des questions en cours de route, on pourra les répondre. Donc, Roland, est-ce que tu es prêt? Alors, est-ce qu'il est prêt, Roland? Je ne te vois pas. Je suis là et je suis prêt. Parfait. Excellent. Super. Donc, je vais te laisser te présenter et ensuite tu vas pouvoir lancer ton diaporama. Voilà. Ensuite, j'ai fait de la recherche en ethnopharmacologie. Ah, on ne t'entend pas. C'est comme si ton micro a un problème. Allô? Entendre. Est-ce que là, vous m'entendez? Un peu mieux, mais ça reste lointain. Euh, bon, je vais essayer de me rapprocher au maximum de mon ordinateur. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui, là c'est mieux, ouais, exactement. Je disais, au début, j'ai fait de la science pharmaceutique comme formation, ensuite de la recherche en ethnopharmacologie, qui est l'utilisation des plantes à propriétés thérapeutiques, spécifiques sur la malaria. Ensuite, j'ai travaillé avec un neurochirurgien en recherche clinique sur la stimulation du gliome pallidum interne du cerveau. On a fait ça 2 ans à Amiens. C'était une très belle expérience. C'est la première fois que je me confrontais vraiment au domaine médical chirurgical. Et puis, enfin, j'ai participé à des travaux de recherche en implémentation plutôt en clinique. C'était pour le personnel. Donc, voilà un peu le Excusez-moi, parcours. docteur, ça passe très mal. Il y a en plus un écho. Alors, Roland, on entend mal. Est-ce que tu as moyen d'avoir un micro ou de... Parce que les gens J'utilise n'entendent pas très uniquement bien. le micro de l'ordinateur. Je ne sais pas s'il faut peut-être que je parle plus fort. Est-ce que là, c'est mieux? On va voir dans le Là, ça va. sondage. Écrivez dans le sondage, tout le monde, si vous entendez. Si là, c'est mieux, vous me dites. Oui, c'est mieux, docteur. OK, parfait. Et ce soir, avec le professeur Prévost, nous avons prévu de vous présenter cet article sur les manifestations extra-intestinales des maladies inflammatoires du côlon et de l'intestin. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez déjà le PowerPoint. Est-ce qu'il s'affiche ou pas? Il est en train de charger, c'est bon, on le voit. Parfait. Donc, l'article a été publié en 2024 dans le journal de gastroentérologie américain, qui est spécifique pour les pathologies gastriques et digestives. Et il s'appelle Comprehensive Association Analysis of Extra-Intestinal Manifestation in Inflammatory Bowel Disease. Donc, on essaye de comprendre une association entre les manifestations intra-intestinales pour les pathologies des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Alors, vous pourrez voir le replay de notre présentation sur le NutriPortail plus tard et participer à ce live, ce que vous faites ce soir. Donc, Alors, il y a juste quelqu'un qui dit qu'il ne voit pas. Est-ce que tout le monde voit le diaporama? Juste pour être sûr que tout le monde voit. Moi, je vois. Est-ce que tous les autres vous voyez? Oui. Tous ceux qui ne voient pas, sortez et reconnectez. Teams parfois est capricieux. Je trouve que c'est pas la meilleure plateforme pour... Oui, parfait. Donc, ceux qui ne voient rien, sortez et reconnectez-vous. Peut-être que ça va mieux marcher. C'est beau. Vas-y, Idriss. Désolé. pas de souci. En termes d'introduction, on va dire que thème ici, c'est une maladie qui touche le tractus digestif. Ça peut toucher de la bouche jusqu'à l'anus et il peut avoir des atteintes systémiques. En termes de manifestations
extra-intestinales, nous avons 47% des patients qui peuvent les présenter. Et les organes touchés, généralement, sont les articulations, avec la spondylarthrite ankylosante, la peau, avec des érythèmes, les yeux, où on a l'uvéite, le foie, où on a la cholangite sclérosante, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, la problématique était de s'interroger sur les mécanismes sous-jacents des manifestations intra-intestinales et améliorer la prise en charge de nos patients. Ici, j'ai pris une image sur le portail gastro-entérologique de Liège, où à gauche, on a un côlon normal et à droite, on a une image qui nous présente ces manifestations inflammatoires chroniques au niveau de l'intestin. Alors, sur notre diapo suivante, on va parler des différents facteurs qui impactent les MICI. Et dans ces facteurs, on peut avoir des facteurs exogènes comme le stress, la pollution, l'environnement aussi. On peut avoir les agressions par des parasites et aussi l'alimentation qui est un facteur très intéressant. Comme facteur interne, on peut avoir une maladie auto-immune ou au niveau du système d'histocompatibilité, un défaut. Donc, comme définition, les MICI prennent deux types d'affections, la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. La différence entre les deux, c'est que la rectocolite hémorragique, c'est uniquement le côlon et le rectum comme localisation, et la maladie de Crohn, elle peut toucher plus largement la partie du tube digestif inflammé. En épidémiologie, on a vu que cette pathologie peut arriver entre 14 et 24 ans, mais généralement, les poussées inflammatoires arrivent chez les patients de 30 ans. Comme facteur de risque, on n'a pas vraiment une bonne visibilité sur les facteurs de risque, mais il s'agit principalement d'un défaut au niveau du système immunitaire. Les symptômes, comme on a vu tout à l'heure, c'est que la douleur abdominale est fort présente. On peut aussi avoir des diarrhées, la présence de sang, de glaire au niveau des selles et aussi des fausses envies d'aller au sel. On a aussi un symptôme qu'est la fatigue chronique et l'anorexie chez différents patients. En termes de diagnostic, on a justement le diagnostic clinique. On peut avoir des endoscopies, histologie et aussi l'IRM, comme on a vu tout à l'heure, le scan. Bon, comme complications, on pourra avoir des sténoses, des fistules, des abcès et quelques manifestations extra-intestinales, qui est le sujet d'aujourd'hui. Et les traitements sont variés. Et généralement, on rentre dans une terme de thérapeutie où on essaye d'avoir une adaptabilité à la pathologie du patient. Parce qu'un patient répond différemment à un autre face à cette pathologie et aux traitements qui sont proposés. Généralement, il s'agit de traitements chirurgicaux associés à une modification de l'hygiène de vie. Maintenant, parlons de notre article aujourd'hui. Nous allons analyser sur différents axes la problématique et les objectifs de l'étude vont être présentés. Ensuite, la méthodologie et les standards utilisés. Enfin, on fera une relecture, une analyse de cet article et une proposition d'amélioration. En termes de problématiques et d'objectifs, on a vu que cette pathologie pouvait avoir des manifestations extra-intestinales jusqu'à 47% des cas de patients et il y a une méconnaissance des mécanismes sous-jacents et le modèle prédictif pour anticiper ces manifestations est difficile à atteindre. L'impact sur la morbidité de nos patients est souvent élevé parce que la qualité de vie est très altérée. Et en termes de besoins thérapeutiques, il y a une absence de traitement ciblé pour prévenir ces complications. D'autre part, on se pose comme question principale les facteurs cliniques, sérologiques, génétiques impliqués dans ces manifestations extra-intestinales, que sont-ils? Et comme
Objectif de notre étude, on voudrait identifier ces facteurs chez les patients qui souffrent de MIS-C. Cet objectif est lié à d'autres objectifs spécifiques que sont l'étude des facteurs cliniques démographiques en termes de sexe, âge, facteurs environnementaux, présence de chirurgie ou de localisation en termes de maladies, analyser les différents facteurs sérologiques que peuvent être ANCA, les ASCA ou les anticorps, anti-CEB4, qui peuvent être associés aux manifestations extra-intestinales. On voudrait aussi identifier les facteurs génétiques qui peuvent être impliqués dans ces manifestations extra-intestinales, déterminer la corrélation entre les manifestations et leur relation avec les maladies inflammatoires du côlon et de l'intestin, et proposer des cibles thérapeutiques potentielles pour une approche personnalisée du traitement. Comme je disais, le traitement doit être vraiment personnalisé et adapté en fonction du patient qu'on a en face de soi. Alors, en termes de méthodologie, c'était une étude multicentrique qui voudra associer les manifestations extra-intestinales chez les maladies inflammatoires. Et on a eu comme population 12 000 patients, principalement d'origine européenne, qui ont été répartis en 4 cohortes. Et les différents centres qui ont participé à cette étude sont le Cedar Sinai Medical Center qui a fourni 6 000 patients, le Sinai Helmsley Alliance qui a fourni 4 000 patients, les données sur 4 000 patients, le consortium ND Genetics qui a fourni 2 600 patients et on a eu une cohorte de risque qui a fourni 645. Donc, il y a vraiment un pool de patients qui a été fourni. L'étude n'a pas été faite sur une année. Elle était longitudinale et nous a permis d'avoir suffisamment d'informations pour les patients. Alors, les méthodes d'analyse utilisées dans notre étude, c'était les modèles d'analyse statistique. On a eu des méthodes aléatoires et des régressions logistiques. On a eu aussi comme introduction de méthode les analyses sérologiques avec la recherche d'auto-anticorps qui ont été identifiés, les ANCA, les ASCA et les CEB4. Les analyses en termes de méthodologie, on a eu aussi des analyses génétiques qui nous ont permis d'étudier des variants du complexe majeur d'histocompatibilité qui est présent dans ces manifestations et les gènes associés aux manifestations extra-intestinales. On a aussi eu comme méthodologie de mettre en place une corrélation entre les manifestations extra-intestinales et un facteur de risque qui permet d'avoir une prédictibilité pour les patients. J'ai aussi, on a un petit schéma où on a stratifié la provenance des différents patients. Je ne sais pas s'il est très lisible chez vous. Ça paraît un peu flou chez moi. Non, ça va, on voit bien les pourcentages. Ok, parfait. Bon, on va passer du coup aux résultats. En termes de résultats, on a notre premier élément qui est le facteur clinique et démographique. On voit que la maladie est plus présente chez les patients de sexe féminin. Beaucoup d'hypothèses pourraient être mises en place pour justifier cela. Mais on a aussi eu une exclusion dans le cas de la spondylarthrite ankylosante et la cholangite sclérosante. Les patients plus présents étaient de sexe masculin. Au niveau de la localisation, on a vu que la maladie de Crohn était associée à un risque accru de facteurs extra-intestinaux. Donc, on pourrait aussi émettre comme hypothèse, vu qu'au niveau de la maladie de Crohn, la présence est plus importante au niveau du tube digestif que dans la rectocolite hémorragique, peut-être que cela pourrait favoriser une présence plus importante de facteurs de manifestations extra-intestinales. Chez les patients qui ont eu une chirurgie antérieure, on voit aussi qu'il y a une plus importante présence de ces facteurs, de ces manifestations extra-intestinales. Par contre, on a vu que les fumeurs, les patients fumeurs, ils avaient
moins de manifestations extra-intestinales. Donc, on se pose la question peut-être que le tabagisme aurait un facteur protecteur sur cette pathologie. Donc, pour les facteurs sérologiques, les patients qui ont eu un profil en KSK ont eu une forte présence de PFC chez les patients atteints de Crohn. On a aussi vu que la présence d'anticorps anti-CEB4 pourrait provoquer des psoriasis ou des érythèmes noduleux. Comme marqueurs inflammatoires, les TNF, les JAK-STAT et les interleukines 6 étaient impliqués aussi dans les mécanismes sous-jacents. Ça faisait partie des éléments qu'on voudrait identifier en termes de marqueurs inflammatoires. Pour les facteurs génétiques identifiés, on a le HLA-B, qui était associé aux manifestations articulaires et oculaires de la pathologie. Le HLA-DQ et le HLA-DQ-B2, le A2 et le B2, étaient associés à la PSC4. Ensuite, on a eu une variation de facteurs cutanés avec le gène CEB4 qui pouvait donner des manifestations cutanées. On a parlé des marqueurs inflammatoires. Et ensuite, en termes de corrélation, on a eu une présence simultanée de manifestations extra-intestinales chez 2% de patients, ce qui est très faible. On avait l'érythrème noueux en corrélation négative et le psoriasis en corrélation négative. On pourrait dire que c'est très rare d'avoir une présence des deux manifestations pour les patients en même temps. On a aussi un schéma qui, merci docteur, pour représenter ces différentes manifestations, où on a justement la localisation de ces différentes manifestations qui peuvent être vasculaires, au niveau pulmonaire, au niveau hépatique, au niveau oculaire et même aussi au niveau de la bouche. Maintenant qu'on a fini la présentation des résultats, notre étude a... Pardon? Maintenant qu'on a fini la présentation de nos résultats, notre étude a présenté différentes limites et nous avions des biais. Donc, les différents biais que nous avons observés au sein de cette étude, le premier, c'est le biais de représentativité. Le deuxième, c'est le biais génétique. Le troisième, le biais clinique et environnemental. Le quatrième est le biais d'applicabilité des traitements, vu que les traitements généralement devraient être personnalisés. En termes de représentativité, on a vu que la totalité de nos patients étaient d'origine européenne, caucasienne, ce qui fait que les résultats de l'étude se limitent à ce type de population. On ne pourrait pas appliquer ces résultats nécessairement à une population d'origine latino-américaine, africaine ou asiatique, ce qui fait que les prédispositions qu'on a ne nous permettent pas de généraliser ces résultats pour des patients d'autres origines. Le deuxième, c'est le biais génétique, parce que les différentes variantes des gènes du complexe d'histocompatibilité majeure, les TNF, les JAK-STAT et les HLA qu'on a vus, ne sont pertinents que pour les populations caucasiennes, puisque ces éléments varient en fonction du pool génétique de population. Et donc, on ne pourrait pas aussi appliquer ces résultats pour les populations de notre origine. Oui, effectivement, ces gènes sont moins fréquents chez les populations d'origine africaine et asiatique. Par contre, la pathologie est présente chez ces populations. Le biais environnemental. Donc, les populations européennes ont un mode de vie différent des populations venant d'autres contrées. Et les facteurs environnementaux aussi, ainsi que la médication,
peuvent être différents d'autres populations, ce qui fait que c'est des facteurs que l'on ne pourrait pas appliquer vu que vu que l'hygiène de vie est très importante pour les patients, ce qu'ils mangent, ce qu'ils respirent, ce qu'ils boivent, les polluants auxquels ils sont exposés. On ne pourrait pas nécessairement appliquer les résultats de cette étude pour ce biais environnemental pour les autres patients. On a aussi, dans l'applicabilité des traitements, eu des biais liés à notre étude, qui sont les cibles thérapeutiques, dont on a parlé tout à l'heure. Elles ciblent principalement des éléments qui ne sont pas présents chez les populations afro-américaines, latino, africaines peut-être, et même asiatiques. Et donc, ça crée un biais d'applicabilité pour nos résultats concernant les traitements. Et donc, le risque serait de généraliser ces résultats pour une population plus large, sachant que la population qui a été sélectionnée pour l'étude n'est pas représentative, en fait, de la population en général. Donc, après ces limites de l'étude présentée, nous voulons présenter quelques perspectives. Donc, pour des futures études, ce serait bien d'avoir une inclusivité et une diversité en termes de pool de sélection de patients et collecter des informations sur les populations d'origine africaine, latino, asiatique, peut-être. Il faut aussi voir si l'impact des traitements pourrait correspondre à l'apparition, identifier les différents gènes présents chez ce type de population et voir les traitements adaptés et adaptables à ce type de population. Donc, effectivement, il faudrait faire une analyse génétique et fonctionnelle pour voir les liens entre les variants et les manifestations cliniques chez ces patients et voir dans quelle mesure, vu que c'est une étude longitudinale qui a été faite dans ce cas, faire une étude dans la durée afin de collecter le maximum d'informations concernant les 10 patients qu'on devra inclure. On va passer à la fin, nos conclusions. Donc, nous avons sélectionné 5 conclusions pertinentes, mais il y en a d'autres avec les questions qu'on pourrait inclure. Comme conclusion, c'est une maladie fort présente. On a jusqu'à, enfin, les manifestations sont fort présentes. On a jusqu'à 47% des patients qui présentent des manifestations extra-intestinales, dont il est très important aussi, même en termes de symptomatie, de voir comment inclure la présence de ces manifestations pour déterminer un diagnostic probant chez les patients. La deuxième conclusion, c'est les facteurs de risque identifiés. Donc, le sexe féminin, en termes de facteurs de risque, antécédents de chirurgie, et voir si le patient fume ou pas. En termes de sérologie, on a les marqueurs qui sont présents, mais aussi avoir la précaution de l'appliquer uniquement à la population spécifique qui est introduite dans l'étude, ainsi que les variations génétiques. Donc, la troisième conclusion que nous avons eue, c'est qu'il y a une minorité de patients qui présentent simultanément plusieurs manifestations extra-intestinales. Donc, il est possible aussi d'avoir 2 ou 3 symptômes extra-intestinaux présents chez les patients ayant des maladies inflammatoires intestinales chroniques. Alors, la quatrième conclusion, c'était principalement pour les implications thérapeutiques. Il faut avoir un traitement personnalisé pour les patients, vu qu'il y a une variabilité d'un à un autre patient, et voir les cibles thérapeutiques à proposer dans les traitements des MICI, et voir aussi quelles sont les complications extra-intestinales et adapter la thérapeutique à ces différentes manifestations extra-intestinales. Notre cinquième conclusion, c'est les limites de l'étude, dont on a parlé dans les biais, qui étaient principalement eurocentrés, et voir dans quelle mesure adapter les études à d'autres types de populations,
et pour pouvoir avoir un traitement vraiment personnalisé en fonction du pool génétique de nos patients. Dans ce terme-là, j'ai vu qu'il y avait certaines études qui avaient été faites. C'est vrai qu'elles datent, mais elles pourraient être pertinentes. Il y a l'étude qui a été faite sur les patients asiatiques atteints de MIS-C par Park Wong. C'était une étude multicentrique et elle a évalué la présence de ces manifestations chez les patients en mettant en évidence en fonction une différence entre les populations occidentales et les populations asiatiques. Le lien de l'étude est là, je pense qu'on va vous le faire suivre pour le lire. Ensuite, il y a eu aussi une étude sur les patients afro-américains qui sont atteints de maladies inflammatoires du côlon de l'intestin. Et cette étude a permis d'examiner les caractéristiques épidémiologiques et cliniques présentes chez les patients, ainsi que les manifestations extra-intestinales. Et elle était axée sur une patientèle juvénile, donc c'était principalement des enfants. Et il y avait des différences qu'on a observées entre les enfants afro-américains et les enfants caucasiens. Donc, il est très important en termes de diagnostic et de prise en charge de ces patients, de tenir compte des différences interindividuelles et voir dans quelle mesure adapter la thérapeutique ainsi que la prise en charge en fonction de l'origine de son patient, de son habitude de vie et, euh, et aussi de son pool génétique. Donc, je vais repasser la parole au professeur Jean Chaupré-Bost et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci à Idriss pour cette belle présentation. Donc, la parole est ouverte à l'Assemblée pour des questions. Donc, vous pouvez ouvrir votre micro, poser votre question, vous présenter avant pour qu'il puisse savoir qui pose la question. Et ensuite, il pourra répondre à vos questions. Alors, je regarde les mains levées ici. Qui a levé la main? Ok, pour l'instant, il n'y a pas de questions dans la salle. Donc, une des questions que je vais poser à Rostand, c'est dans les études justement d'association avec des manifestations extra-intestinales, un des biais qui n'est pas apparu, que peut-être on pourrait avoir à mettre dans les limites, c'est le diagnostic. Comment est-ce que dans ces travaux, ils ont posé le diagnostic de ces manifestations? Est-ce que c'était de l'autodéclaré ou c'était sur un diagnostic rapporté par le médecin, sachant que c'est des participants qui étaient dans des cohortes très distinctes l'une de l'autre? Ah, ça, on m'entend ou pas? Oui, là c'est bon. Tout à l'heure, c'était muté. Ah, ok. Donc, les patients qui avaient été introduits dans l'étude, c'était généralement des patients connus. Donc, ils avaient déjà été validés, soit par endoscopie, par les présences des marqueurs sérologiques ou par imagerie. Donc, c'était pas Non, je parlais autodéclaré. surtout du diagnostic. Quel est le diagnostic pour l'atteinte extra-intestinale? Parce que dans les manifestations que tu as montrées, il y a plusieurs types d'atteintes, donc que ce soit articulaire, que ce soit ophtalmologique. Est-ce que dans l'entrée dans la cohorte, est-ce que c'était, comment était le diagnostic, comment ce diagnostic était posé? Est-ce que c'était autodéclaré par les participants? Ou c'était les médecins lors de l'inclusion dans la cohorte qui évaluaient et qui décidaient de l'atteinte? Général, enfin, de ce que je pense avoir lu, c'est que Mhm. les différents patients avaient été inclus sur base de leur plainte, d'une part, et de l'observation clinique.
D'accord. Donc, c'était des patients inclus par les médecins lors de l'entrée dans la cohorte. Parce qu'un des gros enjeux, quand on a des cohortes de milliers de patients, certaines qui reposent sur des données médico-administratives, le gros enjeu, c'est la validation du diagnostic qui peut être difficile et c'est pour ça qu'on utilise parfois des algorithmes pour caractériser le diagnostic quand il n'y a pas une certitude ou une confirmation clinique. Et par exemple, pour les atteintes articulaires, comme tu l'as mentionné, entre une arthralgie, une arthrite, parfois ça prend effectivement une analyse assez spécialisée. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre question? Je regarde dans le chat. Est-ce que les autres ont des questions? Pendant qu'il... il y a une question de Gaël. Tu peux poser ta question hein, si tu veux. Tu peux ouvrir ton micro, poser ta question. Parce que le but de ces ateliers, c'est aussi qu'on se parle. Donc, Gaël est invité à poser sa question. Pendant ce temps, je vais chercher un diaporama que je voulais vous montrer, une image. Bonsoir, professeur. Bonsoir, docteur Rostand. Merci pour cette belle présentation. Je suis docteur Kenfa Gaël, résidente en hépatogastro-entérologie à Cotonou. En fait, je pose la question parce que on a eu un patient qui avait des arthralgies pendant plusieurs années. On lui a posé le diagnostic de rhumatisme articulaire et la maladie, en fait, ça n'évoluait pas. Il faisait tout le temps des crises et il était sous corticothérapie. Et des années plus tard, il y a eu des manifestations anopérinéales avec des lésions cutanées, fissures anales. On a fait une endoscopie, on a suspecté un diagnostic de maladie de Crohn. On a fait des biopsies. Bon, les résultats, il fallait envoyer en France pour pouvoir faire les, les marqueurs. Donc, c'est pour ça que je demandais, est-ce que la corticothérapie au long cours peut être un facteur de risque? Alors, comme l'a montré au début de la présentation, en fait, 24% des participants qui ont des atteintes extra-intestinales l'ont avant le diagnostic de l'atteinte digestive. Donc, c'est pas rare que la maladie digestive, la maladie articulaire précède la maladie digestive. Et la prise de corticoïdes ou d'autres médicaments peut ralentir l'apparition de la maladie digestive qui peut être masquée. Par exemple, on a eu le cas des patients qui étaient avec des atteintes articulaires tellement sévères qu'ils avaient des traitements qui étaient considérés comme immunologiques. Je vais vous présenter tout à l'heure une diapo pour vous montrer. Donc, ces traitements immunologiques peuvent traiter d'une certaine manière la manifestation digestive et faire en sorte que les patients n'ont pas de symptômes. Puis un jour, il y a comme un échappement et c'est là où la maladie va apparaître au niveau digestif. Donc, ce n'est pas la corticothérapie en lui-même, mais c'est la possibilité que l'atteinte soit décalée dans le temps. Et ces atteintes articulaires ou autres cutanées peuvent répondre ou pas à la corticothérapie et parfois on a besoin d'aide biologique. Je vais vous présenter d'ailleurs une diapo que j'avais prévu vous montrer. On développera en détail quand on fera l'atelier sur la prise en charge des maladies inflammatoires. Donc ici, cette diapo, c'est une diapo que j'avais fait lors d'une conférence sur ce sujet avec les approches thérapeutiques. Il y a en gros 4 grandes familles. Il y a ce qu'on appelle les anti-TNF-alpha, qui sont des molécules avec des anticorps qui vont aller se bloquer sur la protéine TNF. Il y a l'infliximab qui est l'un des plus anciens, chimérique avec une partie de souris, donc on appelle murin ici. Il y a l'adalimumab qui est humanisé. Il y a le golimumab aussi, et puis certolizumab, Pégol. L'étanercept qui est aussi un anti-TNF qui est beaucoup plus efficace dans les atteintes rhumatologiques que les atteintes digestives. Donc ça, c'est une famille qui date de plus de 20 ans et on a une très bonne expérience
de l'utilisation depuis ces 20 dernières années. Ensuite, il y a les anti-intégrines qui vont bloquer la migration des leucocytes qu'on appelle globules blancs, qui vont empêcher cette migration vers les sites d'inflammation. Donc, le vedolizumab. Ensuite, il y a les anti-IL-12-23 qui sont des anticorps qui bloquent la sous-unité P40 de cette interleukine et qui empêchent donc le transfert de l'information et donc de la réaction immunologique. Avant, il y avait des anti-12-23 et puis récemment sont apparus les anti-IL-23 spécifiques qui s'appellent le risankizumab, qui vont être beaucoup plus efficaces parce que le blocage est plus sélectif sur l'IL-23. Et finalement, il y a ce qu'on appelle les petites molécules qui sont des comprimés qu'on avale et qui vont aller agir comme des clés pour empêcher la signalisation de l'information au niveau de cellules immunitaires. Et ces molécules sont aussi très efficaces, en particulier le dernier ici, qu'on appelle l'upadacitinib, donc qui est vraiment très efficace. Donc, plusieurs de ces traitements sont communs aux atteintes articulaires et digestives, et ça fait en sorte que certains participants peuvent être moins symptomatiques lorsque la maladie commence par l'atteinte articulaire. Parce qu'auparavant, j'ai oublié de le dire, auparavant, on passait souvent par beaucoup de corticoïdes, parfois les 5-ASA, les immunomodulateurs, le méthotrexate, tout ça. Mais de nos jours, quand la maladie est très active, on va aller rapidement à des traitements qui sont beaucoup plus efficaces, comme ce dont je parle. Mais on fera un atelier spécifique sur ça pour voir quelles sont les indications, les effets secondaires, quels sont les outils de contrôle, etc. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense qu'on avait... La deuxième chose que je voulais montrer, oui, c'est ça. Je voulais vous montrer ce site qui s'appelle National Library et vous avez ici les différents gènes qui sont en lien avec ce dont a parlé Idriss. Et vous pouvez voir quelle est la fonction d'un gène sur le site. Par exemple, le CPEB4. Donc, c'est ici donc, un gène qui est impliqué dans plusieurs processus comme la réponse aux jeunes, etc. Donc, ici, vous avez un article super intéressant qui montre le contrôle de la régulation de l'inflammation en lien avec ces gènes-là. Et donc, vous pouvez voir ce schéma qui montre comment le gène intervient en situation aiguë et en situation chronique. Donc, c'est important. Donc, le site s'appelle National Library of Medicine. C'est le même site que PubMed, sauf qu'au lieu d'un PubMed, qui est votre PubMed classique, si quelqu'un ne connaît pas PubMed, juste écrit dans la boîte de chat, on va expliquer ce que c'est. Au lieu d'aller dans PubMed classique, vous allez dans Gene ici. Donc, vous allez choisir Gene et puis vous mettrez votre gène. Par exemple, il y a un gène qui a été décrit dans la maladie de Crohn qu'on appelle le NOT2. Ici, si vous faites la recherche du gène NOT2, ça va vous donner un peu ces différentes fonctionnalités ici. Donc, Nucleotide Binding Oligomerization Domain. Et donc, c'est un gène qui a été l'un des premiers à être associé avec la survenue de la maladie de Crohn. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais arrêter le partage. Oui, à Lunsecha. Lunse, à toi le micro. Lunse Chamba, pardon. Oui. Merci, professeur. Oui, c'est Christiane. C'est Christiane. Merci encore Oui, bonjour, Christiane. pour la présentation. J'aimerais savoir, d'après cette présentation, est-ce qu'il est alors possible de quitter des manifestations extra-digestives, même si je ne l'ai pas encore, vu qu'on a quand même pratiquement 25% qui commencent par ces manifestations extra-digestives pour arriver après des années plus tard à faire la manifestation digestive. Peut-on se permettre de faire une biopsie intestinale alors pour essayer de... Si peut-être avec le suivi en rhumato, on se rend compte que les choses n'évoluent pas, avec déjà les données, les chiffres qu'on a actuellement, on peut se permettre de faire un prélèvement intestinal pour essayer déjà d'anticiper ou bien faut-il attendre que la clinique se manifeste?
Alors, c'est une excellente question. Les patients qui ont ces atteintes extra-digestives, la survenue de l'atteinte digestive peut évoluer même sur 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et ce n'est pas systématique parce que si on va dans une clinique de rhumatologie, qu'on prend 1000 patients, on va se rendre compte que sur les 1000, il y a peut-être 10 sur les 1000 qui vont faire une maladie digestive. Donc, si on prend une démarche de faire une colo, on ferait 990 colos inutiles. C'est pour ça que l'une des approches qu'on a souvent, c'est d'utiliser des tests non invasifs. On a eu dernièrement un patient qui s'est présenté avec une cholangite sclérosante primitive et qui n'avait pas grand-chose, il ne se plaignait de rien. Et on lui a demandé comment étaient les selles, il disait que les selles étaient normales. Mais on a quand même fait un test qu'on appelle la calprotectine fécale, qui était très élevé. Et quand on a fait la coloscopie, on est tombé sur une colite ulcéreuse qui était stade, on va dire, intermédiaire. Ce n'était pas très avancé, mais quand même stade intermédiaire, mais qui n'était pas cliniquement manifesté. Et dans ce contexte-là, on avait la possibilité de le traiter aussi pour son côlon. Donc, c'est sûr qu'on pourrait faire des tests non invasifs, surtout la calprotectine. Ce n'est pas un test très coûteux, ça coûte $50. Et on pourrait, dans certains cas, comme ça, faire du screening ciblé. Mais faire une colo à tout le monde, ce ne serait pas réaliste et ce ne serait pas coût économique, cost effective. Est-ce que ça répond à ta question, Christian? Oui, professeur, merci beaucoup. Excellent. Y a-t-il d'autres questions? Je regarde dans le chat. Alors, donc, levez la main à ceux qui ont des questions parce que je n'arrive pas à voir le chat, je ne sais pas pourquoi. Levez la main et vous pouvez poser votre question. Pendant ce temps, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, je reprécise que vous aurez accès, je vais partager mon écran de nouveau, vous aurez accès au sondage d'évaluation post. Et puis, ici, vous aurez le formulaire pour recevoir votre certificat de participation, donc l'atelier d'aujourd'hui. Donc, tout ça, ça sera toujours sur la même page. Et pendant que quelqu'un pose sa question, Siam, tu peux lever la main, ouvrir ton micro, poser ta question. Pendant que Siam prépare sa question, il y a le prochain atelier ici où on va parler de fibrome utérin. Donc, c'est un atelier avec un expert, c'est un radiologue qui nous parlera, docteur Awad Sameh, il est en France, il nous parlera de la possibilité de faire des embolisations et aussi des indications et les suites. Ensuite, on aura le 23 mars l'atelier pour la rédaction des CV et lettres de motivation. Et puis, on aura aussi un atelier, la date n'est pas encore fixée, mais c'est probablement en mars ou en avril sur les appendicites. Faut-il opérer ou donner des antibiotiques? Donc, ça sera un atelier avec 2 orateurs le même jour. Un orateur va analyser une étude qui a été faite chez les adultes, l'autre orateur, une étude qui a été faite chez les enfants. Et je pense même que je les avais déjà mis ici, ouais. Donc, on n'a pas encore la date, mais on va fixer la date. Et puis, il y a un autre journal club aussi qui va être fait. On n'a pas encore fixé la date également. Donc, ceux qui veulent présenter, qui n'ont pas encore présenté, manifestez-vous dans le chat et on va vous ajouter à la liste. Alors, question. Question à Siam. Vas-y, tu peux poser ta question. Siam, à toi le micro. Donc, qui veut présenter aussi au Journal Club? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, est-ce que c'est possible d'avoir l'enregistrement? Oui, oui, oui. Il faut juste faire le montage et puis ça sera disponible sur cette page dont j'ai parlé là.
Donc, quand vous allez ici sur le site, vous aurez donc le replay ici quelque part. Là. Parfait. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais féliciter Idriss pour ce gros travail. Ce n'était pas un article simple, mais il a réussi à bien le décortiquer et aussi de pouvoir parler de ces limites dans votre analyse d'article, c'est important. Surtout en matière génétique, le gros enjeu, c'est la transposabilité. Lorsqu'on fera l'atelier sur les maladies inflammatoires, on reviendra sur toutes les questions de gradient nord-sud entre l'incidence beaucoup plus élevée dans certains pays, les facteurs génétiques, les facteurs environnementaux, etc. Donc, on reviendra en détail. Il y avait donc 2 personnes qui voulaient faire un fellowship. On va leur donner le micro pour qu'elles puissent se manifester parce qu'avant que je ne le présente aux gastro-entérologues adultes, je voudrais être sûr que c'est des personnes motivées. Donc, si vous voulez lever la main, ouvrir votre micro, c'est 2 personnes qui voulaient faire un fellowship de gastro. Ils étaient 3. Finalement, le 3e s'est désisté. Est-ce que vous voulez prendre la main et vous présenter les 2 personnes qui voulaient faire un fellowship de gastro? Je sais que je les ai vus connectés là. Donc, pendant ce temps, je passe le micro à Xavier. Et puis, ensuite, les 2 personnes, je crois qu'il y a Sheila qui voulait faire un fellowship. Xavier, à toi le micro. Oui, merci beaucoup, professeur. J'avais une question par rapport au diagnostic pour les maladies inflammatoires. Quels sont les aspects cliniques que nous choisissons pour déterminer si c'est une manifestation extra-intestinale d'une maladie chronique ou si c'est une autre maladie complètement différente? Comme moi, je pensais par exemple aux ANCA et aux JAK-STAT, comme ils sont aussi positifs sur d'autres maladies, notamment comme les vasculitis. Donc, comment est-ce qu'on sait si c'est peut-être une vasculitis séparée ou si c'est une manifestation extra-intestinale d'une maladie comme la maladie de Crohn? Oui, c'est une excellente question. En fait, en réalité, lorsqu'un patient est déjà connu pour une maladie inflammatoire et qui développe des atteintes qui peuvent même être artérielles, vasculaires ou des atteintes qui peuvent être de type hépatique ou pancréatique, on va d'emblée parler plutôt de soit manifestation extra-intestinale ou complications des médicaments. Un exemple qu'on peut voir, c'est les lupus induits par les anti-TNF-alpha, qui est souvent quelque chose de trompeur parce que dans les lupus induits par les TNF-alpha, tu peux avoir exactement les mêmes choses, les mêmes symptômes et puis au niveau biologique, tu as certains anticorps qui sont présents et qui sont plutôt présents dans l'exposition au TNF que dans les lupus classiques. Donc, c'est les 2 choses, soit manifestation extra-intestinale, soit complication des médicaments. C'est rare qu'on ait une autre maladie indépendante, surtout si ça rentre dans le spectre de ce dont on a discuté. La figure que Idriss a montrée tout à l'heure a été très importante parce qu'on peut voir que ça peut aller jusqu'au poumon, ça peut aller jusqu'au foie, les yeux, le pancréas. Maintenant, c'est sûr que si tu as une fracture chez quelqu'un qui a une atteinte de Crohn, là, tu vas te dire, ah, est-ce que c'est une complication de son Crohn avec en particulier l'ostéoporose? On peut avoir un patient qui a une ostéoporose ou une carence due aux corticoïdes, par exemple. Dans ce cas-là, ça peut être aussi l'atteinte médicamenteuse. Maintenant, si tu développes une maladie complètement pas immunologique, pas immunitaire, là, dans ce contexte-là, tu peux avoir 2 maladies différentes. Mettons que tu as un Crohn et ensuite on diagnostique une infection à Helicobacter pylori. Là, on va dire, bon, c'est une autre maladie complètement indépendante. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Xavier. Oui, merci beaucoup. Aussi, est-ce qu'on peut avoir est-ce qu'il y a un endroit où on peut trouver comme les diaporamas, pas la vidéo au complet, mais juste les diaporamas de la présentation?
Oui. Quand la conférence sera terminée et qu'on aura aussi, ça sera disponible ici sur le site, sur la page, vous aurez aussi la présentation qui sera accessible. Idem pour celui de la semaine passée, c'est juste parce qu'on n'a pas eu encore à mettre à jour le site, donc vous aurez aussi celui de la semaine passée ici. OK, merci beaucoup. Parfait. Ensuite, qui d'autre avait une question? Je pense qu'il n'y avait pas d'autres questions. Alors, je demandais quelles étaient les personnes qui voulaient faire un fellowship, mais je ne la vois pas connectée pourtant. Je l'avais vue, je me suis engagé auprès du gastro-adulte et ne me donnez pas la honte. Comment elle s'appelle? Je ne me rappelle plus son nom ici. Alors, elle s'appelle... Ils étaient 2 candidats qui voulaient faire un fellowship en gastro. Alors, Badji demande avoir un sujet. Envoie-moi un message sur WhatsApp, dans le groupe WhatsApp. Manifeste-toi parce qu'à la fin du live, ça sera plus difficile. Donc, écris dans le groupe WhatsApp et puis on va pouvoir valider. Combien d'heures pour aujourd'hui? On va mettre 1h30 puisque dans 3 minutes, on va terminer. Donc, 1h30 pour aujourd'hui. Et il y avait une question de Gaël. Gaël, est-ce que tu veux poser ta question? Si tu es intéressé par le fellowship, c'est le moment. Parce qu'il y a une personne qui s'est désistée. Donc, Oui, professeur, merci encore pour la parole accordée. Étant résidente en gastro-entérologie, j'aimerais savoir comment se fait le fellowship. donc c'est ça. Si tu veux faire un fellowship, tu es déjà dans le domaine. Donc, le premier critère, c'est terminer sa résidence de gastro-entérologie. Et deuxième critère, c'est avoir un plan. Un plan, c'est un projet. Qu'est-ce que tu veux développer, implémenter dans l'hôpital où tu vas revenir travailler? Parce que comme on avait parlé de la conférence dernièrement, dans le cadre du fellowship, c'est pour les gens qui viennent acquérir une expertise, repartir travailler dans leur pays d'origine. Et dans ce contexte-là, il faut que tu aies un plan. Souvent, tu vas avoir un médecin là-bas qui te pousse parce qu'ils veulent que tu reviennes avec l'expertise. Tu vas avoir un hôpital qui va aussi peut-être te pousser pour faire ça. Et un des plans, par exemple, c'est développer le dépistage du cancer colorectal. Je dis un truc au hasard. Ou développer la prise en charge des atteintes hépatiques associées aux maladies extra-intestinales, comme on vient de voir. Ou bien développer l'endoscopie interventionnelle dans ton pays. Donc, il faut qu'il y ait un plan. Et à partir de là, tu viens avec ce plan, tu postules, tu soumets ton dossier, lettre de candidature, et puis l'équipe médicale qui va te passer en entrevue, va te poser des questions et puis voir. Et ensuite, ils vont t'accueillir pour te former et la formation dure en général 2 ans. Et puis, après la formation, tu peux ensuite repartir avec l'expertise. Et c'est quelque chose qui est super intéressant. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est une belle opportunité. Tu es en quelle année de résidence? Merci professeur, je suis en 2e année. Et Et la ça dure formation, combien d'années? ça dure 4 ans. 4 ans. Donc, sachant qu'effectivement, il y a 1 an au moins pour les démarches administratives. Donc, à partir de l'année prochaine, tu peux commencer à postuler, voir, parce qu'il faut au moins 1 an pour les démarches administratives. Donc, dès la 3e année de ta résidence, tu peux déjà commencer à postuler. Ok, et la formation, elle est payante? C'est-à-dire payant comment? Étant donné que je vais venir me faire former, est-ce que je dois payer les frais de formation? Ah non, c'est eux qui te payent. Tu reçois un salaire pour ça. Donc, habituellement, si ton pays a une bourse, et une partie est payée par le pays, sinon c'est l'hôpital qui t'accueille qui paye une bourse pour la formation. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe.
Ok, merci beaucoup, professeur. D'ici l'année prochaine, je vous contacterai. En fait, il faut regarder surtout la vidéo que j'ai faite de la télé qu'on a fait à ce sujet, commencer à prendre les infos, parce que tout est dans la vidéo, et puis regarder quels sont les centres en fonction de ce que tu as besoin comme expertise à développer dans le pays. Parfait. Donc, autre question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je remercie beaucoup Idriss pour sa conférence. Idriss, un petit mot de la fin pour encourager ceux qui n'ont pas encore présenté de ne pas avoir peur. Je voudrais remercier les jeunes pour cette initiative. C'est très intéressant. C'est vrai qu'il y a un petit moment de bac, mais c'est très intéressant de chercher de voir les améliorations qui sont faites, surtout de les partager avec pas lever la main et surtout penser pour. Parfait. Alors, il y a une question de Silam qui dit, je n'arrive pas à ouvrir mon micro. Concernant les études scientifiques à Montréal, j'aimerais savoir comment nous pourrions participer. Excellente question. Une des choses qui est intéressante si vous voulez participer aux études, c'est aller sur le site que je vais vous montrer. Et ça vaut pour tout le monde. Donc, je vais vous partager l'écran et puis vous allez, à partir de ce site-là, voir quelles sont les études en cours. Alors, partage d'écran, share, screen. Voilà. Là, je suis sur le site qui s'appelle clinicaltrials.gov. Je vais vous le mettre dans la boîte de chat et aussi dans le groupe WhatsApp. Comme ça va rester. Donc ça, c'est un site qui répertorie tout ce qui est études chez l'humain. Et si vous mettez, par exemple, condition Crohn, par exemple, Crohn's disease, et est-ce que vous voulez une étude avec médicaments ou sans médicaments, une étude... là, pour l'instant, on va laisser vide. Ensuite, est-ce que vous voulez une étude canadienne? Mettons Canada, juste pour circonscrire si vous êtes au Canada. Sinon, si vous êtes en France, vous pouvez mettre France, etc. Ensuite, vous faites search. Et puis ici, vous voyez, il y a 260 études. C'est énorme. Et vous avez donc ici, par exemple, cette étude qui concerne uniquement les patients opérés. Donc, post-operative recurrence in patient with Crohn's. Mais vous avez d'autres études en dessous pour les patients qui ont des sténoses. Ici, un nouveau médicament, guselkumab, un autre médicament. Vous avez plein d'études comme ça. Si vous dites que je veux participer à une étude, mais pas médicament, à ce moment-là, vous pouvez choisir que ce que vous voulez, ce n'est pas les études médicaments, mais les études observationnelles. Vous appliquez le filtre ici. Et ici, vous avez une étude, par exemple, qui concerne le vedolizumab chez les adultes, une étude chez les enfants, etc. Et à chaque fois, vous voyez si c'est en cours de recrutement. Par exemple, ça, c'est une étude très intéressante. Ça se passe en Belgique et au Canada, où on veut voir si l'intelligence artificielle peut être utile pour évaluer les récidives post-opératoires de maladie de Crohn. L'étude prospère. Souvent, ils ont des noms assez sympas, les études. Donc, vous avez la description. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, vous utilisez Google Translate et ça vous traduit ça. Et puis, vous voyez à la fin qui contacter. Donc ici, si on va vers la fin, vous allez voir ici quelles sont les coordonnées pour les personnes. Contact and location, voilà. Vous avez les coordonnées ici. Donc, j'espère que ça répond à la question de... C'était qui déjà? C'était Asila Siam. Parfait. Question de Paul Harold. Est-ce qu'un étudiant peut présenter? Oui, c'est même encouragé. C'est ça le but aussi pour vous donner l'opportunité. Il y a plusieurs étudiants qui terminent leur formation jusqu'à avoir leur diplôme sans jamais avoir présenté un article scientifique. Et ça vous encourage aussi à lire parce que, comme je le disais dans le groupe WhatsApp, chaque personne doit lire au moins un article scientifique par semaine. Donc, c'est le minimum pour cette carrière de médecin, pour ceux qui sont médecins ou même dans la santé. De pouvoir lire un article scientifique par semaine, c'est important. Donc, écrivez sur WhatsApp tous ceux qui veulent présenter. On va établir le planning
comme ça à l'avance, parce que si on planifie les choses, ça nous permet d'anticiper. Ici, on voit ici les différentes dates à venir. Voilà, parfait. Il n'y a plus de questions, non. Donc, pour la prochaine réunion, on va essayer de revenir sur Zoom, parce que Teams est un peu compliqué. Et le problème de Zoom, c'est que c'est limité à 100 personnes. Si on doit aller au-delà de 100 personnes, il faut payer un abonnement. Et pour l'instant, on n'a pas les ressources pour payer un abonnement qui coûte quand même assez cher. Donc, on va voir sur le groupe. Je vais faire un petit sondage. Si les gens sont d'accord, on reviendra sur Zoom. Et puis, si on voit qu'à chaque réunion, on dépasse 100 personnes, peut-être on mettra une contribution, chacun met même $1, et puis on va prendre l'abonnement, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci à tous. Bonne soirée et puis à bientôt. Bye bye. Merci. Merci beaucoup, Idriss. Très bonne soirée. Merci. Bonne soirée.